Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Bonjour, on vient de me dire que ça tourne. Maintenant, je vais vous faire pas une confidence, mais en arrivant dans la bâtisse ici, la bâtisse des studios, ce matin, Ghislain m'a demandé comment ça allait. Je lui ai dit, ben, ça va ordinaire, ou en tout cas, une réponse dans ce style-là. Comment je me sens? J'ai le moton. J'ai un moton. Il n'est pas gros, mais quand même un moton. Vous pouvez me demander pourquoi j'ai le moton. Ben, c'est la dernière émission de la série, de cette série ici, Réflexion sur la vie. Une série qui a été commencée, une nouvelle série qui a été débutée en septembre 2019, avec un thème qui était celui de la carte d'affaires, qui est un document des articles de presse que j'ai publiés, en fait, qui ont été publiés dans un journal à Montréal en mars 2019. Et on a travaillé là-dessus avec trois principaux titres qui étaient l'enfer, le purgatoire et la rédemption. Étant donné que c'est la dernière émission de cette série-là, ben, vous comprendrez bien qu'on conclut avec la rédemption. J'ai fait un petit dessin, excusez, je ne suis pas un expert du tout, un entonnoir, rouge, noir, rose. J'ai mis deux entonnoirs bout à bout avec une période noire. Vous allez comprendre à la lecture que je vais faire du texte et les commentaires que je vais apporter, la signification de tout ça. Mon épouse Denise me disait que ça pourrait aussi être un sablier, notre vie. Il y a du sable là-dedans. On commence, quand on est, on commence là. Puis à un moment donné, on s'en va, puis il y a une fin. Alors que pour les fins de l'émission et le thème que j'ai développé, bien, j'ai fait deux entonnoirs bout à bout. Puis on s'expliquera tantôt. Oui, j'ai le moton. C'est la dernière, je me répète. On va retourner un peu en arrière pour reprendre la fin de la dernière émission. Je vais vous faire la lecture de ce qui manquait pour terminer. Un professeur me parle de justice séparatrice. Mon oreille n'est pas sourde à mon besoin de poursuivre ma réconciliation. Novembre 2005, une semaine complète à m'impliquer dans la Semaine nationale de la justice réparatrice. En passant, dans l'Est du Québec, la justice réparatrice est maintenant disponible pour les gens qui aimeraient se prévaloir de ce processus-là que moi j'ai expérimenté, que j'ai trouvé extraordinaire pour moi et j'espère pour les autres. On mettra à l'écran l'adresse du CSJR avec, en fait, l'adresse du site Internet du Centre de services de justice réparatrice. Donc, novembre 2005, une semaine complète à m'impliquer dans la Semaine nationale de la justice réparatrice, endroit au pluriel des rencontres, église au pluriel, université au pluriel, Parlement d'Ottawa. Puis à ma sortie d'une des églises, le hasard, dans lequel je ne crois pas, fait qu'à une femme dont le fils a été assassiné, je demande pardon. Dans ses bras, elle me prend et le pardon, elle m'accorde. Je poursuis ma lecture. J'approche du but. Février 2012, le 22, à ma demande, je comparais et témoigne devant les membres du comité d'experts mis sur pied par le ministre concerné de l'époque. Comité dont le mandat est d'étudier et de colliger les tenants et aboutissants des drames intrafamiliaux au Québec. À ces experts, j'énumère une trentaine de constats répondant au pourquoi j'ai tué et comment dans ma vie j'en étais arrivé à cette horreur. Tout drame a une histoire, donc explicable. Je reviens à quelque chose que j'ai dit maintes et maintes fois, je vais me répéter une autre fois. Explication exclut justification. J'ai publié un petit volume suite à ma comparution devant ces experts-là, qui s'appelle Examen au pluriel de conscience. J'ai mis des points de suspension. Autopsie de l'injustifiable. Je reviens au texte. J'ai témoigné devant les gens, je leur ai donné une trentaine de constats et je poursuis.
en franchissant la porte de la salle de conférence, j'avais la certitude d'être un homme libre. Oui, 23 ans et 4 jours plus tard, le délit remontant au 18 février 1989, j'étais physiquement et intérieurement libre. Je conclus ici, là. Que de merci à formuler à l'endroit de tout ce qui m'a permis d'y arriver. 23 ans et 4 jours. Ma perception à moi, ça a été ma vraie sentence. J'ai déjà fait une émission sur la liberté. Je me considère totalement libre maintenant. Je suis libre d'aimer, je vous l'ai déjà dit, je me répète. Libre d'aimer, libre d'haïr, libre d'être indifférent. Je suis libre de vivre. Je peux me lever un matin et dire, j'arrête tout ça et je peux arrêter, je suis libre de le faire. Des fois, je trouve que la liberté, l'usage ou la gestion, c'est-à-dire de la liberté, c'est parfois difficile, ça peut être parfois lourd. Étant donné que c'est la dernière émission, j'ai pensé, puis on en a discuté ici à la station, de reprendre la lecture du texte au complet. C'est 9 pages. J'ai fait un test hier, c'est environ 18 minutes, 18 à 20 minutes. On reprend ça, puis entre-temps, j'ai du nouveau matériel. Je vais vous raconter là, des cadeaux que j'ai eus à l'intérieur des murs pendant que j'étais à Orsainville, des cadeaux que j'en ai eu aussi au pénitencier, mais de façon particulière à la prison d'Orsainville, alors que j'étais en attente de sentence en 1989. J'ai eu des très, très beaux cadeaux. Je reviens à ça ici, 2 entonnoirs. Ça, c'est avant ma vie, l'avant-drame, tiens, l'avant-drame. 1943, je dirais, jusqu'à 1989. Je l'ai mis en rouge parce que ma vie, disons au niveau des couleurs, c'était pas trop fameux. Il arrive le drame 18 février 89. Vous voyez, là, noir. Ça, c'est vraiment l'enfer. Le drame au départ. Prison, pénitencier, complet. Puis on débouche, sort du pénitencier le 19 de mars 91. Hop! Début, je dirais peut-être de la rédemption. Il y a encore du purgatoire quand même parce qu'on a des choses à régler. Là. Mais il reste quand même que c'est beaucoup plus beau ici. Puis là, ben, je peux vous dire que, sans me vanter, puis en étant très, très reconnaissant, ma vie est rose. J'aurais pu le mettre en bleu aussi. Oui, il y a des nuages des fois. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est difficile. Oui, mais c'est maudicement mieux que c'était. Je suis content d'être allé en prison. Ça va peut-être faire sourciller quelqu'un, là. D'abord, je le méritais, ça c'est très clair. Je suis heureux d'être allé pour les belles leçons que j'ai eues. Puis j'ai côtoyé de la souffrance à l'intérieur des murs. Des gars qui ont pris conscience de toutes les souffrances dont ils étaient les auteurs. Quand on est conscient qu'on a causé de la souffrance, on a la possibilité de réparer. Au moment où on enregistre l'émission, on est le 26 février, c'est le début du carême pour les catholiques. Là. Et le carême, généralement, c'est une période qui favorise la conscientisation, les examens de conscience pour finalement en arriver au pardon. Ça, c'est l'Église catholique, le catholicisme auquel j'appartiens. Dans le noir, là, vous allez voir la lecture de ça. Pour ceux qui ont pris l'émission pour la première fois, là, c'est loin d'être Jojo. Et je commence la lecture. Ça vous convient? Bon, je vous demande patience. J'espère que la lecture va être agréable, que ça ne soit pas trop monotone, que mon ton va être demeuré. Ça s'appelle Carte d'affaires. C'est samedi, dans la cafétéria quasi déserte du pénitencier où j'habite avec un plus jeune que moi, je prends place à une table. Conversation à bâton rompu, jusqu'au moment où, sans aucun avertissement, je lance à mon copain le tour, assis devant moi, là. Tu connais-tu ça, toi, les 10 commandements de Dieu? Je vais essayer de mimer sa réaction. Il a fait ça, puis il me regarde en voulant dire, puis il a peut-être lâché quelques sacs, là. C'est quoi cette affaire-là? Je n'ai pas donné le temps de répondre. Ben moi, je les ai fuckés du premier au dernier.
Puis s'il en avait eu 11, je me suis organisé pour foquer celui-là aussi. Je vous décris un peu la personnalité, ma personnalité de l'époque, qui, là, je dirais, justifie ma présence en prison. Quand on a foqué les 10 commandements de Dieu, vous comprendrez que je suis l'auteur d'un drame. Donc, il y a eu mort humaine en 1989, le 18 février. Je poursuis la lecture. Je viens de vous présenter un des topos de ma vie d'avant la tragédie et qui, dans une certaine mesure et mesure certaine, explique le drame dont j'ai été l'auteur en 89. Pour autre tableau de cet avant-drame, comme chanté par Margeau, ma vie d'avant, je l'ai vécu à fond la caisse. Ou encore, comme le décrit ce jeune sportif qui, interviewé, nous dit qu'il donnera son 110 %. Genre extrême, excessif, abus de toutes sortes, au pluriel nécessairement, prédisposant au burn-out. En ce qui me concerne, épuisement émotionnel, rationnel, spirituel, corporel. Pour celles et ceux non familiers avec ce que sont les 10 commandements de Dieu, ils sont l'équivalent de règles profondes, de profonde et grande moralité, je dirais de base. Quand on transgresse un commandement de Dieu, on cause du tort à quelqu'un. C'est officiel, d'abord à soi-même, puis aux autres. Je continue. Au plan de ma vie personnelle, deuxième d'une famille éclatée de 5 garçons. 12 années d'études, qui à la fin, ça va changer pour 15, puis vous allez voir le pourquoi. 12 années d'études, mais avec aucun diplôme. Même aujourd'hui, je n'ai même pas de secondaire 5. Arrivée hâtive en crise familiale sur le marché du travail. Trajet professionnel débouchant sur une importante, en parenthèse, pour l'époque et la région, transaction d'affaires totalement légale, mais tout aussi absolument malpropre. Il y a des choses légales qui se font en 2020 qui sont à la fois carrément malpropres. J'en témoigne, j'ai été l'auteur de malpropreté dans une transaction que j'ai faite avec un ex-associé en 1988. Ça impliquait plusieurs millions à l'époque. Et de mon côté, c'est une cochonnerie. Ça explique en partie pourquoi je suis allé en prison. Ça ne le justifie pas. Je poursuis. À la folie des millions, j'ai succombé. Ma rhétorique non partagée du moment, money talks. Oui, c'est l'argent qui parle. Un type d'argent m'offrant du même coup des accès au pouvoir, capacité auxquelles j'ai donné des couleurs et saveurs machiavéliques. Je ne sais pas si Machiavel, ça vous dit quelque chose, mais il semblerait que ça incarne une certaine façon ou des certaines façons de gérer le pouvoir. Sur l'ensemble de cette occasion dorée, les millions, là j'ai marqué en parenthèse, bullshit, j'ai sauté. Puis quand j'ai sauté, puis pas à peu près. J'ai vu les millions, puis les autres qui pouvaient s'en venir, puis j'ai dit, yes, on y va. Donc, je poursuis encore. Ajoutez à ce qui précède 2 mariages, le premier religieux et civil suivi d'un deuxième que civil celui-là, 2 unions d'une durée de 9 ans chacune et qui, à des degrés différents, ont été ratées. Premier mariage, mon épouse, Sylvia, elle en a beaucoup souffert. Pas physiquement. Psychologiquement, j'ai été un très, très, très mauvais mari. Et je la comprends un jour quand elle a fait ses valises et elle est partie. Elle avait raison. Je poursuis. Des enfants, point d'interrogation. Oui, un fils naturel, biologique, conçu avant le premier mariage, et un fils, celui de ma deuxième épouse, que j'ai légalement adopté. Je ne sais pas si, je sais pas si dans les pages à venir, je vais vous dire que le 10 janvier 2010, j'ai retrouvé mon fils biologique. Conçu, né en 67, retrouvé en 2010, il avait 43 ans. Un cadeau extraordinaire. Le genre de mes parentalités, absent. 1988 arrive. Rencontre tout à fait fortuite dans une maison dite de prière, avec celle qui deviendra ma victime. Pas un coup de foudre, mais comme une explosion. Un aimant très fort, exigeant que je me présente à elle. Début d'une relation. Comment la qualifier?
un rapport entre deux êtres humains en quête, en très profonde quête. Dans mon cas, en quête de libération intérieure, car fortement hypothéqué j'étais alors au plan affectif, au plan spirituel, au plan rationnel et au plan corporel. Une relation qui, je le constaterai plusieurs années plus tard, était profondément toxique, délétère pour nos deux. Deux poquets ensemble qui essaient de bâtir quelque chose, on ne bâtit rien sur du sable. Comme le sac est pour un nombre important de gens du Québec passablement in et cool par les temps qui courent, je vous décris en québécois le genre de couple que nous formions. Sautez pas là. Un beau tabarnak, puis une petite triste. Ma victime et moi n'avons jamais formé ni de couple ni de nous. Arrive 89, plus précisément la semaine du 13, une semaine fatale, implacable. Le 13, je suis expulsé de l'entreprise dont je détiens un important pourcentage des actions. Le lendemain 14, jour de la Saint-Valentin, ma future victime m'annonce que je m'en vais la conduire à un rendez-vous avec un autre homme. Je suis le chauffeur. Jeudi le 16, j'apprends que la décision de m'évincer de l'entreprise aurait été prise entre mon ex-associé d'affaires et celui qui, à l'époque, m'a invité à renouer avec la pratique religieuse. 1988. Il m'était sorte de gourou spirituel. Le tapis, celui de la vie, me glisse sous les pieds. Je me sens dérapé. Tout autour de moi s'effondre, comme les tours à New York le 11 septembre. La détresse me frappe de plein fouet. Cœur, esprit, tout mon corps et âme entrent en collision avec un abîme d'une telle lugubre noirceur et j'y déboule. Pas à peu près. Puis ça, je vous dis, je peux revivre ça, le 18 février, là. Puis je perds les pédales. Je le sens. Vers la mort, je dévale. Le 18, j'explose. Neurones et synapses dans mon cerveau, ça saute. Et la mort humaine. La mort de l'autre au lieu de la mienne. Oui, 18 février 89, mort de l'autre. Mise aux arrêts le 21 au tour. Incarcération à l'infirmerie de la prison, à Saint-Ville à l'époque. Question de vérifier si je suis apte à subir une enquête préliminaire alors que je suis totalement, en anglais, là, out of this world, complètement capoté. Vapeur de psychose. Mortellement mal en point au plan émotionnel, rationnel, corporel et spirituel. Bref, tout de ma personne est dans la pire des dèches. Mon statut de prisonnier d'alors, prévenu. Prévenu, c'est quelqu'un qui est en attente de sentence. Condition carcérale ou pour qui en fait un choix, devient aussi occasion idéale pour réfléchir, penser, méditer et faire examen de conscience pour en arriver à dresser un bilan de sa vie, comme le suggère tellement bien le penseur d'Auguste Rodin. D'où le choix de l'image du penseur de Rodin au niveau de réflexion sur la vie. En ce qui précède, l'emprisonnement favorise, pour qu'il en prenne aussi la décision, la mise en forme physique. C'était mon cas, j'en avais besoin. Avec de l'aide, je me mets à l'œuvre. Un contrat entre moi et moi d'abord, okay, puis avec l'aide des autres, et dont la réalisation s'étendra sur une période de 23 ans et 4 jours bien comptés, qui, au fond, constitue ma vraie sentence. Sans ordre chronologique, voici quelques moments forts dans mes souvenirs de cette première incarcération. En tout premier lieu, le bilan. Oui, faire le plus introspectif examen de l'état des lieux de toute ma personne et de toutes mes composantes. Un peu comme quelqu'un peut faire quand il est à l'hôpital, là. Il a du temps en masse, il réfléchit. Belle place pour faire un bilan, c'est aussi l'hôpital. Le diagnostic d'alors que moi j'en tire, ma vie, c'est 0 plus une barre. Je n'ai plus rien et si pire encore. Dans un large cylindre noir, je me sens descendre. Les parois auxquelles je tente de m'agripper, me glissent sur les mains.
La descente est vertigineuse, étourdissante. Je vous le confirme. Je suis chanceux de m'adresser à vous ce matin à la caméra. Et mon cerveau d'être du même coup martelé. Je n'ai plus rien, j'ai tout perdu. Jusqu'à ce que j'entende, venant de je ne sais où, cette petite voix qui me glisse, subtile et forte à la fois à l'oreille et au cœur, chut, tu as la vie. Cet inattendu, imprévu, voire un tantinet déroutant de pensée m'arrive à la vitesse et à la lumière d'un éclair, alors que l'idée du suicide m'adresse d'hypocrites clins d'œil. Qui, je peux m'adresser à vous, là, dans un tel état de fait et de réalité, ne penserait pas au suicide? Je décide alors de vivre. Nonobstant le fait que mon bilan de vie est à ce point empreint et pétri d'une lugubre noirceur, soit celle de la mort de l'autre, je décide de vivre. Je remettrai en question dans les années qui viendront là, le fait que je vive. Puis, l'idée du suicide, ça m'est revenu. Mon élémentaire, réaliste et sépulcral inventaire terminé, je lance un soir, alors que je déambule dans le corridor attenant aux cellules, cette suppliante et intérieure prière. Mon Dieu, aidez-moi à réparer ce qui traîne dans ma vie. Prière, dans mon cas, très pesante. J'imaginais que quand on fuck les 10 commandements de Dieu, puis qu'on demande à Dieu de nous aider à réparer ça, là, disons qu'il y a de l'ouvrage à venir, puis un gros chantier qui s'en vient, mais ça faisait partie d'eux, parce que c'était le bilan que j'avais fait, et excusez l'expression, toute la merde que j'avais causée, j'allais tenter, comme le suggère les AA par je pense que c'est la 5e, le nom m'échappe, en tout cas, il n'y a pas un commandement, mais une 5e, on suggère de la réparation lorsque c'est possible. J'ignore alors la portée de cette demande, prière qui m'arrivera au cours des années à venir d'en regretter la formulation. Je vous reconfirme qu'il y a des moments où j'ai regretté d'avoir fait cette prière-là, tant je trouvais exigeant la réparation que je pouvais faire. Pour autre période signifiante de ma première période d'incarcération, mes nominations à titre de capitaine de Wing, Wing c'est une section, si on veut, là. Puis président de secteur, là, ça englobe toutes les wings, on appelle ça un secteur. J'ai oublié de vous confier ma réaction lorsque je suis arrivé dans la wing pour la première fois. À travers les espaces des barreaux 6 fois d'acier me séparant de la salle où prennent place 4-5 prévenus, une vérité me saute froide et spontanée dans la face, vraiment, là. Et dire que j'ai déjà jugé ces gens-là. J'étais maintenant de ceux-là. À plus et mieux y penser, j'étais au cours de cette première période d'incarcération dans la tombe de ma propre vie, mais vivant sans plus. Oui, j'étais dans la tombe. Là, j'ai sorti du matériel que je garde depuis 1989. C'est des lettres que des enfants m'ont envoyées pendant que j'étais en prison. Des enfants que je ne connaissais pas du tout, qui étaient membres d'une chorale et dont la directrice était une amie à moi, une femme que j'ai... Comment je vous dirais bien ça? À qui je dois rendre hommage au niveau de la gratitude, là. Mais jamais j'aurais pensé qu'elle ait une fresque qu'elle a fait parce qu'elle se prénomme Aline. Je ne pensais pas que l'amitié qu'elle me voit était aussi grand que ça. Et c'est elle qui dirigeait une chorale d'enfants sur la rive sud de Québec qui leur a suggéré de m'écrire, puis les enfants, il y a des enfants qui ont embarqué. J'ai apporté du matériel que les enfants m'ont envoyé pendant que j'étais en prison. Colombe, Napmont, un cœur, Gaston, avec une lettre. Cher Gaston, cette colombe est le symbole de la paix. Elle porte la paix qui règne dans nos cœurs. Elle porte aussi un message, le message de l'amour que toute la terre doit avoir dans son cœur le jour de Noël et tous les autres jours de l'année. Ce message, je te l'envoie par l'intermédiaire de cette lettre
Il faut que ce Noël soit rempli d'amour dans ton cœur et dans nos cœurs. La paix, nous l'avons déjà, et elle fructifiera avec le temps si nous l'aidons. Je te laisse sur cette note. L'amour est comme de l'eau. Plus on en a, plus on est bien. Caroline, 14 ans. Je vais faire du bruit avec les feuilles, je suis désolé, là, mais j'ai des choses à vous raconter. C'est un message, ça, de paix. Et j'ai un texte qui m'a été envoyé par une autre, je pense que c'est une autre qui m'a envoyé ça. Oh, c'est pas signé, malheureusement. Ah, il y a des beaux dessins sur les 2 pages. C'est encore un autre enfant qui m'a écrit. Gaston, j'ai été composé un petit poème. Ça s'intitule comme ceci, La paix, une suite du travail de Caroline Jacques. Ouais. Papa, qu'est-ce que la paix? C'est un pays où les arbres sont bleus et rouges. Mais où est ce pays? Maman, qu'est-ce que la paix? C'est un pays où il y a plein de fleurs multicolores. Mais où est ce pays? La fin de dessin correspondant les arbres et fleurs. Oncle Benoît, qu'est-ce que la paix? C'est un pays où le ciel est toujours bleu et où il y a 3 soleils. Mais où est ce pays? 1, 2, 3 soleils. Tante Rachel, qu'est-ce que la paix? C'est un pays où il y a beaucoup d'amour. Mais où est ce pays? Grand-maman, qu'est-ce que la paix? C'est un pays où il n'y a pas de maladie. Pardon. Les bactéries, elle a mis un X dessus en violet. Mais où est ce pays? Grand-papa, on m'a parlé de la paix. On m'a dit que c'était un pays merveilleux. Mais où est ce pays? Alors, il m'a dit, ce pays est tout au fond de ton cœur. Gaston, ne t'en fais pas. Le pays de la paix est aussi dans ton cœur. Elle reproduit un cœur, les arbres, le soleil, l'amour, les bactéries. Malheureusement, elle n'a pas signé son travail. C'est des cadeaux que j'ai reçus, ça, gratuitement comme ça. J'ai fait des jaloux. Pardon, parmi les autres prévenus, il y en a qui n'avaient aucun contact extérieur, rien, puis moi j'étais gâté à ce point-là. Là. Ces gens-là m'ont permis de passer m'ont permis d'être ici encore aujourd'hui, tiens. Un autre, Ève Arsenault, 12 ans. Bonjour Gaston, comment vas-tu? Moi très bien, j'aimerais te voir pour te parler, j'aimerais te parler pour te connaître, et j'aimerais te connaître pour savoir. Cela n'est pas possible en ce moment, mais ne perdons pas espoir, peut-être que ça se réalisera, mais en attendant, dis-toi qu'au bout de chaque chemin, il y a un soleil. Salut, Ève. Un autre pour Noël. Un bonhomme de neige, une souris qui est sur l'épaule. Je suis la souris, joyeux Noël et bonne année. Puis là, en haut, elle a fait le dessin, la maison de la souris, puis à Gaston. Je vais ouvrir ça, ça va encore faire du bruit. Joyeux Noël et bonne année, je pense à toi tous les jours, je t'aime beaucoup, Marie-Christine. Elle a marqué encore Joyeux Noël. Une autre. Oh, j'en ai d'autres, vous allez avoir du temps, je vous les lirai toutes, parce que c'est tous des super cadeaux que j'ai reçus. Bonjour Gaston, comment allez-vous? Nous allons très bien. Nous aimons beaucoup la chorale ainsi qu'Aline, la directrice. Nous aimerions bien vous voir un jour pour vous connaître davantage. Nous espérons que vous viendrez un jour voir un de nos concerts pour voir notre beau travail. Nous pensons beaucoup à vous. Isabelle, oh, il y a 3 noms. Isabelle, Magali puis Véronique. À bientôt, avec un beau papier en tête de lettre. Concernant les enfants,
J'ai un jour été invité à assister à leur concert de fin d'année. J'avoue que j'étais extrêmement ému, assis dans la salle, là. Jusqu'au moment donné, il y a une des jeunes qui a pris le micro et a dit « On a un invité spécial dans la salle. » Puis là, j'ai dit « J'espère que c'est pas moi l'invité spécial, mais je me doutais bien avec Aline et les enfants, surtout avec ce qu'il m'avait écrit. » Là, je suis descendu dans mon siège, puis j'ai rentré les épaules. Puis comme de fait, c'était pour moi, puis ils m'ont dédié une pièce dont malheureusement, je ne me souviens pas du titre, mais un auteur, un interprète et compositeur français, une pièce qui était vraiment d'adon. Et ces enfants-là, j'ai eu quelques contacts dans les années qui ont suivi. Après le concert, on est allé manger au restaurant, puis j'ai pu voir des visages, des noms des jeunes filles qui m'avaient écrit. Surprenant, c'est dans cette chorale-là, il y avait des garçons, puis je pense qu'il y a un seul garçon qui m'a écrit, la balance, c'est toutes des filles. Je continue la lecture. Arrive décembre 1989, je suis en dedans, à l'intérieur des murs, Orsainville, depuis 10 mois, toujours en attente de sentence. Et au bout de 10 mois, après avoir consulté les procureurs affectés à mon dossier, le tribunal tranche, juge Verdon, monsieur là, qui m'a traité avec énormément de respect. Le tribunal tranche sentence de 7 ans. Pour ceux qui trouvent que 7 ans pour homicide involontaire 1, puis j'avais vérifié la jurisprudence à l'époque, quand j'étais en prison, puis c'était entre 5 et 9 ans, donc faites le total des deux, divisé par 2, on arrive à 7. Quelque temps plus tard, je suis transféré en route vers l'Université du crime ou de la réhabilitation, au choix d'étudiant. C'est ma perception à moi du pénitencier. On va là, puis on fait un choix de vie. Au moins que j'en sors, au moins que j'en reste, je veux dire, puis on est libre, là. Il n'y a personne qui nous oblige à adopter pour la réhabilitation, c'est un choix personnel. Ça va avec la liberté, ça. J'ai la chienne, passablement même. Avec d'autres condamnés, je prends place dans l'autobus scolaire. Je spécifie ici, je fais un peu d'ironie, là, mais pas jaune celle-ci. Un autobus avec une vocation bien particulière, celle d'être affecté au transport d'élèves se dirigeant vers l'université ou du crime ou de la réhabilitation. Notre destination, le centre dit de classement de Saint-Anne-des-Plaines, endroit où tous les Québécois condamnés à une sentence de plus de 2 ans sont dirigés pour ce que j'appelle un stage d'évaluation. Et c'est le cas. Ça dure en moyenne 1 mois. Une fois ce noviciat terminé, le choix supervisé et encadré de notre future université est déterminé. En ce qui me concerne, ce sera l'université de Cowansville, canton de l'Est, institution carcérale de niveau sécurité dit médium, entre les deux. Avec du recul, je perçois ce passage à Saint-Anne-des-Plaines comme une sorte d'institution dite de transition entre la maternelle, c'était le terme utilisé dans le milieu carcéral à l'époque, prison d'Orsainville, et le niveau universitaire pénitentiaire. À Sainte-Anne, je côtoie les pros du milieu pour un fort pourcentage. Certains soirs, je suis littéralement buzzé tant le choc est grand. C'est quand même pas mon milieu comme tel, là. Oui, j'ai commis un crime, mais à un moment donné, quand on côtoie des gens qui n'ont pas une carrière, mais qui sont là-dedans depuis des années, il y a un langage, il y a une atmosphère, il y a quelque chose, mais moi, je suis un gars chemise blanche, là. Mais je méritais d'y aller, là. Ouais, certains soirs, je me sens littéralement buzzé tant le choc est grand. Sur la pointe des pieds, puis c'est le cas, je m'intègre au groupe. Parce que j'ai changé de catégorie, là. Avant ça, j'étais déprévenu, provincial, sentence possible de 2 ans et moins, alors que là, je suis dans sentence 2 ans et plus. On est une catégorie supérieure au niveau de la gravité des crimes. Un co-détenu, un habitué de l'environnement, me prénomme Pops. Sorte de respectueuse délicatesse me permettant une meilleure insertion au groupe et à la vie de pénitencier. Je suis vraiment dans un autre monde, et c'est vraiment le cas. C'est Noël, d'ailleurs. Ce que j'ai lu tantôt, c'est des soins que les enfants m'ont envoyés avant mon transfert vers Saint-Anne-des-Plaines. Saint-Anne-des-Plaines, novembre 89, c'est Noël, je le passe à Saint-Anne-des-Plaines. Puis un bon matin, un autre voyage en autobus scolaire, aux couleurs, celle-ci, pénitentiaires. À l'arrivée au pénitencier, le choc est une autre fois énorme. Entre l'atmosphère de mes 10 mois d'attente de sentence
en maternelle, je parodie, là, et la pesanteur ambiante et ressentie du milieu pénitentiaire, la différence est immense. Je redis encore, c'est le milieu que je méritais. J'y suis aussi pour faire examen et prise de conscience au pluriel. Pour un temps, ma cellule en sera une de catégorie duplex. Oui, 2 par cellule avec lit superposé. Mon copain de tôle, un jeune vieux du milieu, à se dire à lui, motard de profession. J'ironise encore un peu. L'intégration, je poursuis avec de belles rencontres et de nourrissants liens, je tisse. Ne nous sommes pas tous reliés. Qu'est-ce qui nous unit dans le milieu, dans un pénitencier? Tout d'abord par le crime, puis par moult chapitres de nos histoires de vie respectives. Il y avait des histoires de vie là-dedans, là, qui feraient les cheveux. J'ai côtoyé des gars qui ont fait, qui pense qu'il avait fait 17 foyers d'accueil. Il avait connu la chaîne, lui. Il a connu ça. En même temps que c'était un gars qui était anti-autorité, une personnalité délinquante, mais en tout cas, la misère que ces gars-là. Ça ne justifie pas ce qu'il a fait, c'est pas ça. C'est jamais ça. Mais ça explique. Puis si on avait vécu la même chose que, exemple, 17 foyers d'accueil, puis que j'avais goûté à des coups de chaîne, là, je sais pas, qu'est-ce que vous feriez, vous? Moi, me connaissant, je pense qu'il y a matière, en tout cas, à choisir une voie qui n'est pas celle souhaitable, non justifiable. Me voici choisi par des pairs co-détenus, d'autres détenus avec moi, là, pour assumer le rôle pour un temps de secrétaire du comité des détenus, une désignation revêtant un certain statut, je dirais, de notoriété dans le milieu carcéral. Quand on est membre du comité des détenus, là, 400, 425 détenus, peut-être, oui, 400, 425, déjà là, oups, on reconnaît que le gars est... En tout cas, j'ai eu le privilège d'être, pendant un certain temps, le secrétaire du comité des détenus du pénitencier que j'habitais. 3 lieux, en particulier, je visite le gymnase, la chapelle, réflexion, là, et de façon plus ponctuelle, la bibliothèque. 3 endroits favorisant ma réhabilitation. Je peux rajouter à celui-là, là, pour favoriser ma réhabilitation, mon retour aux études, je vais en parler. Puis peut-être que l'expérience du trou, j'ai fait du trou, je vais venir là, ça aussi, ça fait partie de mon choix de réhabilitation. Une expérience du trou, je fais. Le trou équivalent à la prison en prison ou encore à l'abîme dans le système carcéral. C'est le plus creux où je peux me retrouver. À l'époque, c'était mon cas. J'ai fait 15 jours de trou. C'est pas ce qu'on décrit, là, ça demeure civilisé quand même, une cellule, pas de télévision, pas de radio, par contre, enfermé 23h30 sur 24. On passe le lunch, le repas en dessous de la porte, là. Au trou, je réfléchis sur ma santé mentale. Je doute du niveau de celle-ci. Et à une autorité de Pinel, j'écris pour y être admis. J'ai même retrouvé la lettre que j'avais écrite à Pinel dans mon dossier de prison, ce que j'en ai gardé là. Je veux être évalué, demande acceptée, le séjour, 1 mois où je côtoie, de très grande souffrance. Le verdict tombe, au bout d'1 mois, je ne suis pas psychiatrisable. On m'a quand même offert à l'époque de rester là parce qu'on trouvait que le pénitencier, pour moi, c'était pas mon milieu, mais j'ai refusé. Je suis retourné au pénitencier et du statut de chômeur, je bénéficie. Embarré dans la cellule toute la journée si on ne va pas dehors. On ne peut pas revenir avant les heures. Donc, si on sort, on est dehors pour 3 heures, 3 heures et demie de temps, puis l'après-midi, la même chose. Même s'il pleut, c'est un choix qu'on fait, là. Il m'est alors suggéré d'effectuer un retour aux études. Fébrile, je saute sur l'offre et me voici accepté. Puis ça, c'est un cadeau pour moi, là, à l'intérieur du cours de sciences humaines, niveau cégep. Oui, des cours de sciences humaines pour m'humaniser. J'en avais besoin. Moi, les millions, là, tout ce qui comptait, c'est monnaie, puis la façon de le faire, on verra après. Soyez convaincus que j'en avais besoin. Plus est, j'avais quitté l'école à 17 ans. Maintenant, emprisonné, j'en avais 46, que j'ai aimé ces retrouvailles. Les mois passent et le grand ménage de ma personne, celui entrepris dans le premier mois de mon incarcération, se poursuit. Un jour,
j'entends mon intervenante, Francine, me confier « Vous ne foutez plus rien de bon en dedans. » C'est eux autres qui m'ont libéré. J'aurais le goût de dire que je le méritais, même si j'avais fait que l'1/6 de ma sentence. Je vous ai dit au début que ma vraie sentence, c'est 23 ans, 4 jours. Je peux vous dire qu'à la même sortie du pénitencier, il y a des journées où j'aurais aimé retourner dans ma cellule quand je trouvais la réalisation de ma prière faite à Dieu de réparer ce qui traînait dans ma vie, là, je trouvais ça, excusez l'expression, rough. Puis je lâchais peut-être un sac, puis je disais, aujourd'hui, dans ma cellule à Cowansville, ferais-tu bien? Alors que j'étais en liberté. Là. Et j'étais en processus de me libérer. Okay? La prison, c'est des barreaux. Puis l'être humain comme tel peut être prisonnier de bien des choses. Et j'étais encore prisonnier d'un paquet de choses. Ça a pris 23 ans, 4 jours pour me libérer du total de tout ça. J'en déduis que le système carcéral, celui du pénitencier, n'a plus rien à m'offrir. C'était le cas. J'avais atteint un niveau de conscience tel qu'une demande de libération conditionnelle est présentée aux autorités concernées. Important ici de mentionner que je coûtais, tout comme mes confrères, co-détenus, à peu près à l'époque 300 $ par jour aux contribuables canadiens, à ceux qui paient des impôts, là, pas les paradis fiscaux. Là. Ceux qui paient des impôts, j'ai coûté à peu près 300 $ par jour. Faites un calcul, c'est au-dessus de 100 000 par année que j'ai coûté. Parce qu'un jour, parce que dans ma vie, c'est-à-dire, ce bout-là, là, j'ai fucké les 10 commandements de Dieu. J'ai coûté 100 000 $ par année. Demande de libération acceptée avec plusieurs conditions. 19 mars 1991, je quitte l'université avec derrière moi grillage, porte en acier, les barbelés, les guérites, couvre-feu, intervenants de qualité et autres. Oui, il y en avait d'autres sortes. De qualité puis de moins bonne qualité, comme n'importe quoi. Un char, comme, je sais pas, un professeur. Dans la société, il y en a de qualité, puis d'autres de moins bonne qualité. Puis, en tout cas, le cœur gros, je parle, laissant aussi derrière moi des chums. Ceux ayant contribué à mon besoin et désir de réhabilitation. Destination, première maison de transition. Me voici physiquement libre, mais encore prisonnier des pourquoi j'ai enlevé la vie et des comment j'en étais arrivé là. Être libre, je vais me répéter, là, être libre de prison n'est pas synonyme de liberté, suspension, point de suspension intérieure, aucun nom. Au cœur de ma première transition, profonde et nécessaire psychothérapie, celle-ci encadrée et supervisée par des professionnels du Service correctionnel du Canada, rencontre entre moi et moi, l'enfant intérieur, j'en ai parlé dans une émission précédente, et l'ensemble de mes chapitres d'histoire de vie. Là, j'ai écrit en noir, en gras, là, il y a du stock. Puis, deuxième maison de transition, poursuite de travaux en psychothérapie, réinsertion sociale meublée de plusieurs années de bénévolat dans un centre de réadaptation pour personnes physiquement diminuées ou victimes d'accidents. Milieu extrêmement enrichissant. Quelle super école que celle d'étudier la vie, voire même ma propre vie, avec et à travers celle de d'autres êtres humains, pour certains très lourdement handicapés. Ce qui m'y frappe, leur dérangeant sourire au visage pour la plupart. Il y en a qui s'expriment ou encore avec un tableau, là, ils payent sur des lettres là, ou des messages. Là. Autrement, ils ne parlent pas. J'ai réalisé sur place que la personne handicapée, au fond, là, avec ce que j'avais fait dans ma vie, c'était moi. Je n'étais pas capable de sourire comme l'autre était capable de le faire. Ces gens-là m'ont montré à vivre. Je poursuis. À mes essentiels besoins de réhabilitation au plan émotionnel, rationnel, corporel, ma remise en forme physique, s'ajoutait celui au plan spirituel. Vous connaissez certes l'expression vide intérieur, un vide doublé par un viscéral besoin de paix intérieure très profond. Quand on fuck les 10 commandements de Dieu, on transgresse, des valeurs de base. Quand on a besoin de réparer ça, la seule voie qui reste après avoir réglé au plan rationnel, émotionnel, la libération de ça, c'est la voie spirituelle. Je ne parle pas de religion, je
parle de voie spirituelle. Une porte s'ouvre alors à moi, me voici admis dans une fraternité chrétienne catholique n'accueillant que des poquets de la vie, c'était le cas, poquets qui étaient aussi des miroirs humains de presque tout ce que j'avais fait de pervers dans ma propre vie. Là, je pose une question. Vous vous rappelez les 10 commandements de Dieu? J'arrive à une partie ici qui peut être difficile pour vous, là. Je vous mets en garde. Vous ignorez certes que lors du drame, je me suis aussi servi d'un crucifix pour passer à l'acte. En colère contre Dieu, contre le Christ, j'ai décroché du mur et ça a servi. Cette fraternité où j'habite porte au cœur même de son existence la croix du Christ et certaines des vertus y rattachées, comme miséricorde, compassion, pardon, là j'ajoute, et combien plus encore. C'était le cas. J'ai dû être à peu près 4 ans et demi à la fraternité à Québec. Je me répète avec des poquets, garçons et filles, là, des gens qui avaient des histoires de vie, là, abracadabra. Dû et de pardon, j'ai un splanchnique besoin de donner sens à ma vie aussi. Je prie. Ma santé spirituelle s'améliore. Avec le psy et autres intervenants professionnels, je poursuis le grand ménage du total de ma personne, donc au plan rationnel, mental, puis au plan émotionnel, je continue à faire le message. J'avais demandé à un des psys de regarder le côté spirituel du drame, puis il a refusé. Je poursuis le grand ménage du total de ma personne, de plus en plus conscient des dommages causés, par mon crime. L'exercice est fastidieux, pesant et exigeant, mais combien libérateur. À chaque fois que je prends conscience là, des cochonneries, là, puis que je pose des gestes pour essayer de réparer, là, mon Dieu que ça me fait du bien. Arrive 96, fin totale de ma sentence de 7 ans. Là, j'ai marqué « ouf ». L'air de la campagne m'appelle. Maison louée dans Charlevoix, avec et malgré mon statut de BS. Là, je pourrais rendre hommage à tous les gens de Charlevoix qui m'ont aidé dans ma réinsertion sociale, dans la poursuite de ma réinsertion sociale. Et encore là, la population des Éboulements, parce que c'est là où je logeais avec un ami. Là. Les gens-là ont été extraordinaires et m'ont aidé vraiment à poursuivre. Et au plan spirituel, disons que ça a pris une meilleure forme aux Éboulements. La nature avec ses montagnes, ses vallées, le fleuve, les fleurs, comme les dessins des enfants, là, pour m'accompagner dans ma pacification, celle de moi avec moi, puis avec les autres. Les récits de la société. 6 et 7 septembre 2001, rencontre inattendue avec une femme perdue de vue au tout début des années 60. Et oui, 40 ans plus tard, l'amour m'adresse des clins d'œil. Son prénom Denise. Je vous rappelle que j'ai été marié 2 fois avant, puis 2 mariages qui ont été ratés. Je vous rappelle qu'en 89, je suis l'auteur d'un drame. Une femme est décédée. 2001, je fais une rencontre, Denise, que je n'ai pas vue depuis 40 ans. Janvier 2002, séjour si heureux et si nourrissant en France, toutes dépenses payées par une femme d'origine française au corps fort lourdement handicapé, rencontrée ici au Québec un an plus tôt. J'étais bénévole au Centre François Charon, puis j'avais accompagné un groupe de Français là, qui était venu au pays. C'est de la France, que j'appellerai Denise pour lui confier que je l'aime. Non sans avoir au préalable livré un épique combat avec l'idée même de l'amour. Je me disais comment aimer, moi qui ai mis fin à la vie d'une femme. Comment aimer une femme? Risque pour elle? Non. Il reste quand même. Ça m'a été posé comme question, puis ça a été posé aussi à Denise par la suite. Là. Le besoin d'aimer et d'être aimé étant, je traverse le fleuve en direction de Rimouski. J'ignore alors ce qui m'attend comme mariage avec Denise, mon 3e, après avoir obtenu la nullité de mariage de l'Église, etc. Là. Université, oui, l'UQAR, je marque ici différente de celle carcérale. 3 ans à l'université, pré-bourse. Je suis sorti de là, pas de diplôme, avec une dette de à peu près 15 000 $. Pas grave.
je suis allé chercher ce que j'avais besoin. Valider toutes mes années de thérapie là, à l'intérieur des cours que j'ai pris. Achat d'une première maison, Saint-Mathieu-de-Rio, il y a 7 ans de ça. On va faire 8 ans cette année. Cercle social élargi. En fait, une réinsertion sociale avec membre de la chorale, exemple, membre de la chorale à la cathédrale de Rimouski, membre du club Toastmaster, à qui je veux rendre hommage. Ces gens-là m'ont aidé à parler en public. Là. Si je suis ici, c'est aussi grâce aussi en partie à ces gens-là. L'université en rêve réalisé, pré-bourse, 58 ans, 1 an de baccalauréat plus 2 années de maîtrise. J'y sors sans diplôme avec une dette et riche d'expérience de la vie et de vie, mais pauvre puis heureux. 2003, mariage à la cathédrale de Rimouski. Ouais. Ouf, quel cadeau. Je reviens de si loin. Ça n'a pas de bon sens. Je poursuis. Un professeur me parle de justice réparatrice. Mon oreille n'est pas sourde à mon besoin de poursuivre ma réconciliation. On se rappelle la prière que j'ai faite en 89 là, à la prison d'Orsainville. Mon Dieu, aide-moi à réparer ce qui traîne dans ma vie. 16 ans plus tard, novembre 2005, une semaine complète à m'impliquer dans la Semaine nationale de la justice réparatrice. Au début de l'émission, je vous ai lu ça, parce que je vais le relire. Oh mon Dieu, non. Je ne vais pas faire de redondance, j'en ai fait passablement durant la série. Là. En écoutant, en revisionnant la série d'émissions, j'ai réalisé que j'avais fait quelques erreurs dans la description de certaines choses, mais rien de majeur quand même, là, mais c'était involontaire. Je peux vous dire qu'au cours de ma réinsertion sociale en sortant du pénitencier, 91 jusqu'à, je ne vais pas donner de date, peut-être même encore aujourd'hui, j'ai récidivé dans le sens où des vacheries, j'en ai fait. Il m'en a été fait. Je suis justement en train d'essayer de régler une des vacheries qui m'a été faite. Là. Savoir si ça va se régler, je ne le sais pas. Puis tout ce que je souhaite, moi, c'est justice réparatrice. J'ai à vous quitter. Dernière émission. Mon Dieu, comment je finis ça, non? Remercier d'abord Ghislain et Marc-André qui ont accepté le projet que je leur ai soumis de façon tout à fait inattendue. Là. Ils ont accepté l'idée, puis ils ont donné suite. Remercier les membres du CA de la télévision communautaire des Basques. Remercier les gens de Déry Télécom qui nous ont aidés à passer du canal 105 au canal 705. Remercier vous du public. Merci des commentaires que vous m'avez faits. Un peu déçu, par contre, de ne pas avoir reçu de questions, mais on m'a dit que je devais m'attendre à ça. Je ne peux pas conclure sans remercier celle avec laquelle j'ai le privilège de partager la vie depuis maintenant 17 ans, Denise, qui visionne chacune de mes émissions et qui en fait le commentaire, qui me suggère d'apporter des changements pour m'améliorer. Elle fait partie de mon cheminement de télévision, première émission, puis aujourd'hui, il y a une nette différence. Là. Et Denise est en partie responsable de ça. Merci à tous qui me permettent d'être assis sur ce banc-là, m'adresser à vous à travers la caméra. Je suis passé de là. Je suis passé dans le noir. Je suis dans le rose. Denise me dit, ben, c'est un sablier, la vie. Puis un jour, il y aura une fin. Vous aurez la vôtre. J'aurai la mienne. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arrêter, là. J'aime vivre. Je sais que je vais mourir. Je suis prêt à mourir aussi. Prêt. Pas de suite. Non, non. Je veux juste vous dire que je travaille là-dessus depuis longtemps. Je suis prêt à mourir. Mais je n'en ai pas le goût. Il y aura peut-être une nouvelle série à l'automne qui va garder le nom, et je dis bien peut-être, le nom de Réflexion sur la vie. Le format va changer. Nous serons, si ça fonctionne, 2 personnes. Je ne serai plus le pilote dans l'avion de l'émission. Je serai le copilote, donc il y a quelqu'un d'autre, si ça fonctionne toujours, je vous le répète. Là.
Je suis le copilote de cette émission-là. Entre-temps, ben, un excellent été à vous. Du fond du cœur, je vous remercie. J'oserais même, mon dernier mot, vous dire, ben, je vous aime. Bye-bye. Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays.